À la une de l'actualité au Mali, Assimi Goïta remanie l'état-major mis sur un expert du terrain djihadiste pour redynamiser une armée fragilisée face à la montée des attaques. Tandis qu'en RDC, MSF alerte sur une épidémie de choléra sans précédent avec plus de 58 000 cas en 9 mois, le tout avec un système de santé à bout de souffle dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue ouvrant cette édition par cette information. Au Mali, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, a limogé et remplacé 3 hauts gradés de l'armée dans un contexte plutôt difficile pour les troupes sur le terrain face aux djihadistes. Et parmi les premières figures, le nouveau chef d'état-major de l'armée des terres, un connaisseur du terrain djihadiste. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général Toumani Koné, était jusqu'à la chef du théâtre des opérations à Sévira, dans le centre du Mali. Selon un interlocuteur, le nouveau patron de l'armée de terre du Mali peut, le yeux fermé, reconnaître des principaux chefs djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Certains s'interrogent, s'il est nommé pour les combattre, aura-t-il également pour mission de rechercher des solutions qui ne passent pas par les armes? Parmi les autres promus figurent également 2 autres généraux. D'abord, Élisée Jean Daou, nouveau chef d'état-major général adjoint des armées. Après une brève carrière de diplomate, pendant laquelle il fut ambassadeur du Mali à Libreville, puis en Chine, il revient au sein du commandement. C'est un proche du ministre de la Défense et issu de la garde nationale comme lui. Puis un autre proche du ministre de la Défense, le général Sambo Minkero Diakité, prend la tête de la sécurité militaire. Sorti major de sa promotion, comme les 2 autres nouveaux promus, il a pour mission principale d'obtenir des résultats. Selon une source militaire malienne, les officiers supérieurs remplacés ont été limogés. La situation sur le terrain reste difficile pour les troupes. Depuis plus d'1 mois, les djihadistes ont décrété un blocus sur le carburant, durement ressenti par les populations. L'institution a communiqué la date après avoir examiné et rejeté l'ensemble des requêtes en contentieux portant sur le scrutin du 12 octobre. De son côté, Issa Turoma Bakari, le candidat du FSNC qui revendique la victoire, a diffusé une nouvelle vidéo depuis sa ville natale de Garoua, dans le nord du pays, un message dans lequel il appelle les partisans à rester mobilisés. Contrairement à l'information qui circulait depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux, la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle n'aura finalement pas lieu ce jeudi 23 octobre au Cameroun, mais 4 jours plus tard, le lundi 27. Communiquée ce mercredi par le Conseil constitutionnel, cette date est la seule à prendre en compte, affirment des sources au sein de l'institution qui se défend de n'avoir jamais, par quelque moyen que ce soit, évoqué celle du 23 octobre. L'annonce a été faite dans la foulée d'une audience consacrée à l'examen des recours en contentieux du scrutin du 12 octobre. Au nombre de 8, tous ou presque appelés à l'annulation de la présidentielle en raison des fraudes massives. La grande majorité a été rejetée par des motifs de forme, les récurrents qui les avaient introduits, les ayant déposés hors délai ou n'ayant pas la qualité requise pour saisir le Conseil. Seule requête examinée sur le fond, celle de Tomaino Ndiam Joya, la candidate de l'Union démocratique du Cameroun, a elle aussi été rétroquée. Celle-ci a eu beau longuement entretenir le Conseil sur les fraudes et les violations du code électoral qu'elle a recensé avec ses équipes durant les opérations de vote. L'instance a déclaré sa requête irrecevable après que les autres partis concernés, notamment les avocats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et DELECAM, l'organisme en charge de l'organisation matérielle du scrutin, aient contesté le fait que ces accusations ne soient pas étayées par des preuves. Et puis à la veille de la clôture de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle dans laquelle sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison de sa radiation de la liste électorale pour une condamnation pénale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a donné une interview à Afromédia mercredi 22 octobre. Laurent Gbagbo sort de son silence. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État a donné un entretien à Afromédia ce mercredi 22 octobre.
Une interview de 52 minutes dans laquelle celui-ci revient d'abord sur le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel ainsi que sur celle de Tidiane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil, c'est un braquage, affirme notamment Laurent Gbagbo. Alors que depuis 2 semaines, 4 personnes, dont un gendarme, ont trouvé la mort en marge des manifestations et qu'une soixantaine a été condamnée à 3 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Sur les quelques 700 individus qui ont été arrêtés, l'ancien président dit aussi encourager les mécontents. Moi, je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je vais dire que ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Dans cette interview, Laurent Gbagbo répète enfin qu'il ne soutient aucun candidat, pas même Awa Don-Melo, celui issu de sa formation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, mais qui en a été exclu. Sa candidature n'a jamais été un débat au sein du parti, explique-t-il. Autre chose, l'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme en raison d'une épidémie de choléra d'une intensité inquiétante en République démocratique du Congo. Plus de 58 000 cas suspects ont été enregistrés en 9 mois selon les chiffres du ministère congolais de la Santé repris par MSF. Il s'agit de l'une des flambées les plus graves de ces 10 dernières années, selon l'ONG, qui appelle à une mobilisation urgente des autorités et de la communauté internationale. Selon Médecins sans frontières, 20 des 26 provinces du pays sont désormais touchées par le choléra. Depuis le début de l'année jusqu'à la mi-octobre, plus de 1700 décès ont été enregistrés. Et la situation continue de s'aggraver, prévient Médecins sans frontières, car l'épidémie gagne de nouvelles zones de santé, y compris dans des provinces jusque-là épargnées. Les causes sont multiples. Les inondations, les conflits, les déplacements de population, mais aussi le manque d'accès à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats. Et à l'approche de la saison des pluies, le risque de propagation s'annonce encore plus grand. Pour MSF, le choléra doit dorénavant être considéré comme une urgence nationale. L'organisation appelle à une action coordonnée, un accès rapide aux soins, à la vaccination, mais aussi des investissements durables dans l'eau et l'assainissement. Cette épidémie s'inscrit dans un contexte de grande précarité, notamment à l'est du pays. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU alerte sur l'effondrement du système de santé dans le nord et le sud Kivu. Selon l'ONU, 85% des structures sanitaires y manquent de médicaments et près de 40% du personnel a quitté les postes. De plus, au nord Kivu, plus d'un tiers des établissements situés dans les zones de conflit ont été détruits, pillés ou abandonnés, selon la même source. Pour finir, les États-Unis ont mené des nouvelles frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue. Mais désormais, les attaques ont eu lieu dans l'océan Pacifique, une première depuis le début de ces opérations. Après une première mardi 21 octobre, Washington a annoncé une deuxième frappe mercredi 22 octobre, portant le total à 5 morts en 2 jours, soit 37 morts depuis le début des opérations. Alors que Donald Trump réservait ses menaces au dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, le président américain vise désormais la Colombie. Il a qualifié Gustavo Petro de baron de la drogue et de pire président que la Colombie ait jamais eu. Donald Trump a également invité Gustavo Petro à faire attention. Le secrétaire d'État Marco Rubio a de son côté qualifié le dirigeant colombien de gauche de fou. Gustavo Petro, lui, a répondu en annonçant porter plainte pour diffamation devant la justice américaine. Dans le même temps, les États-Unis ont frappé un deuxième bateau dans l'océan Pacifique mercredi, après une première attaque mardi, selon le secrétaire américain à la Défense, faisant 5 morts au total. Ces frappes qui, selon Washington, visent des narcotrafiquants en eau internationale, n'avaient jusqu'à présent eu lieu que dans la mer des Caraïbes. Au total, les États-Unis ont revendiqué 9 attaques de ce type ces dernières semaines pour 37 morts. L'origine des navires visés, 8 bateaux et un semi-submersible, n'a pas été précisée. Certains ont toutefois été détruits au large du Venezuela.
C'est avec cet élément que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de notre pour vivre l'actualité en continu.